Plop les légionnaires, petite vidéo d'explication aujourd'hui concernant le chapitre 41 de ma série Mordheim et le traitement du personnage de Magdalena dans celui-ci. Si vous voulez éviter les spoils ou pas vous pourrir mes histoires en comprenant mes ficelles narratives, je vous invite à couper cette vidéo et à aller faire autre chose. Et pour ceux qui s'en foutent du spoil ou qui ont déjà perdu leur innocence littéraire, c'est parti pour quelques minutes de blabla. Vous n'êtes pas sans savoir que Mordheim c'est une série très sombre, crue, qui s'embarrasse pas de préserver la sensibilité des spectateurs. Pourtant, plusieurs personnes m'ont fait part de leur réticence à l'écoute du chapitre 41, en particulier concernant la mort de Magdalena, violée et dévorée vivante par des démons. On me reprocherait une scène gratuite qui apporterait pas grand chose, je vais donc couper court à toute spéculation. Non, la scène n'était pas gratuite. Aucune scène ne l'est dès lors qu'un auteur essaye de raconter quelque chose, et c'est mon cas. J'irai même plus loin, elle apporte exactement ce que je voulais d'elle, à savoir une réaction du lecteur. Si vous avez ressenti du malaise à l'écoute de cette scène, alors j'ai atteint mon objectif. Je m'explique, comme je l'ai dit plus haut, Mordheim dépeint un univers sombre, j'y présente des scènes régulières de violence et de folie, en particulier via l'utilisation du concept de body horror, où j'insiste fortement sur les descriptions physiques de transformation corporelle et sur un champ lexical très organique. La mort est également très présente, souvent vidée de sens et inattendue ou cruelle. Le problème de raconter une histoire dans un univers aussi fortement imprégné d'horreur et de désespoir, c'est que l'investissement dans les personnages en pâtit immanquablement, et qu'à force, les scènes d'horreur perdent en impact. Pour pallier à ce problème, j'utilise deux procédés narratifs. Le premier, c'est une respiration comique. Vous l'avez sans doute constaté, mais j'intègre régulièrement dans l'histoire des scènes plus légères pour permettre au lecteur de décompresser et inconsciemment de régénérer son sentiment d'espoir et d'attachement au personnage. Tout simplement parce qu'une histoire où il y aurait que de l'horreur et du désespoir, vous vous investissez pas dans les personnages, tout simplement, hein. Ainsi, quand vous souriez aux frasques d'un Maximilian ou aux commentaires bourrus de Baragor concernant sa bière, vous êtes sans le savoir en train de tomber dans mon piège, consistant à vous préparer aux épreuves que je vais leur faire subir sous peu. Tout est dans le nom du procédé, je vous fais littéralement reprendre votre souffle avant de replonger dans l'horreur. Et le second procédé, du coup, c'est la surenchère et l'escalade dramatique. Je vais poser tout de suite les gros mots histoire de s'en débarrasser. Catharsis aristotélicienne. En plus de l'humour et de la légèreté qui vous permet de vous attacher aux personnages et de les humaniser, j'ai besoin que vous soyez également investi dans ce qui leur arrive. Et pour ça, y a pas 36 solutions, je dois jouer sur votre empathie et je veux que vous ressentiez des émotions fortes. La catharsis a justement pour vocation à créer ces expériences émotionnelles intenses que vous n'avez normalement pas vécues dans votre vie, et tout ça juste pour stimuler votre empathie envers les personnages qui, eux, la vivent du coup. En plus du soulagement et de la prise d'expérience qui est censé, selon Aristote, vous purifier, vous préparer à la situation. En gros, c'est un peu comme un vaccin psychique si je devais mettre mes propres mots dessus. Mais dans une satire comme Warhammer, où tout est over the top, y compris la violence et l'horreur, produire une catharsis est complexe, et souvent elle perd en intensité, parce qu'elle est noyée dans une cacophonie de stimulation sensorielle et émotionnelle déjà extrêmement forte. Comment je suis censé rendre une scène marquante dans son horreur quand le lecteur il est déjà habitué et anesthésié par le 92 autres scènes similaires déjà présentées ? Comme je l'ai dit, par la surenchère dramatique. C'est pour ça que Mordheim installe petit à petit un crescendo dans la violence et l'horreur. J'ai construit l'histoire pour qu'à chaque nouvelle épreuve des personnages, l'intensité émotionnelle grimpe d'un cran, en proposant à chaque fois soit un nouveau type de violence et de folie, soit un niveau plus élevé. Ça permet que chaque scène soit unique et marquante par rapport aux autres. Pour vous faire le topo, on commence l'histoire par une violence simple et indirecte, un peu le niveau 0 quoi. C'est la menace de mort du baron et la violence systémique liée à la pauvreté et à la classe sociale. C'est ce qu'on peut voir à Aldorf et à Kemperbad en particulier. Puis intervient la mort physique, de manière aveugle et aléatoire, quand le groupe se fait attaquer par les hommes bêtes et que Gustave périt sans phare ni paillettes, au mauvais endroit à mauvais moment quoi. Idem pour l'attaque de la vouivre d'ailleurs. On a grimpé légèrement d'un cran, mais pas de beaucoup en fait, on reste sur de la mort effective, celle qu'on connaît dans la vie de tous les jours, celle qui ne prévient pas quoi. Et c'est alors qu'arrive le premier crescendo avec les Fimir dans les marais. Ici, j'augmente le niveau pas en montrant la mort, mais plutôt la douleur et la peur. La femme brisée sur le dos du Fimir, le brouillard, la tension, la peur de l'abandon, la solitude. C'est un nouveau moment pour s'investir dans les personnages. La douleur et la peur de l'abandon sont des sentiments qu'on connaît tous, autant que la peur de la mort d'ailleurs. Mais pas encore de catharsis, ici l'empathie est directe, on sait ce qu'ils ressentent. C'est aussi pour ça que j'ai choisi ce moment pour introduire le flashback de la rencontre d'Hilda et Erhardt, pour bien marquer le fait que les personnages soient humains avec une histoire et des émotions, pas juste des mots dans la bouche du narrateur. Normalement, si j'ai bien fait mon travail, c'est à ce moment-là de l'histoire que vous êtes totalement investi dans les personnages. Et puis on continue avec Mordheim elle-même. Avec l'arrivée dans la ville, j'essaye d'imposer l'impuissance et la folie des personnages, comparé à des horreurs qui dépassent leur compréhension et leur niveau. Mort-vivant, Skaven, Chaos, Ville Maudite, Malpierre et tout ça, tout est fait pour induire la différence entre ce que les personnages pensent pouvoir faire et la réalité de la situation qui leur échappe. Ici, j'essaye de jouer sur la folie des personnages et sur l'effet Dunning-Kruger, et je commence à introduire aussi les premiers éléments de body horror avec les mutations des bâtiments ou les combats entre les antagonistes, tous plus horribles les uns que les autres. Et on arrive alors au moment où je dois pousser encore une fois l'intensité, au-delà de la simple physicalité de l'horreur ou d'une folie qui somme toute est normale dans sa structure. On peut très bien se jeter dans les problèmes car on est persuadé par l'illusion de contrôle, même dans la vie de tous les jours. Je table donc sur l'horreur psychologique avec l'attaque des démonettes et les apparitions hallucinatoires.
Et c'est là qu'apparaît véritablement la catharsis pour la première fois. Ici, je cherche pas à mettre mal à l'aise avec le corps, mais avec l'esprit. En dépeignant le passé incestueux d'Hilda, les pulsions sexuelles d'Erhardt, puis la tension induite par sa blessure dissimulée et l'impotence du groupe face à une menace qui les dépasse quand le carnaval démoniaque apparaît, puis les Skaven, la tentative de meurtre du père de Boom et Luigi, la mort de leur mère, etc. Tout ça, ce sont des choses qu'on peut individuellement avoir vécues dans sa vie. Enfin, pas les Skaven et les démons, hein, j'entends, hein, mais le reste. Par contre, c'est plus rare, et c'est quelque chose qui force à se projeter pour ressentir l'horreur. Ce qui est facilité par le fait que, normalement, à ce moment du récit, vous êtes déjà émotionnellement attaché au personnage. Enfin, si j'ai bien fait mon boulot. Et puis ça continue, chaque nouvelle étape sert à pousser plus loin l'horreur. La mort de Boom et Luigi qui servait à montrer que même les protagonistes peuvent mourir. Et non seulement mourir, mais aussi disparaître sans raison et sans gloire. Mort qui, d'ailleurs, me permettent ici de manière ponctuelle de jouer avec les attentes des lecteurs au moment de la mort de Maximilian. On vient d'accepter la règle que les personnages principaux peuvent mourir sans raison apparente, alors la résurrection de Maximilian est d'autant plus marquante qu'elle contredit la règle, et induit donc le fait qu'en finalité, y a pas de règle. Tout ça, la souillure nécromantique d'Erhardt, l'immortalité de Maximilian, le sacrifice de la jeune femme par l'archiviste, la chasse occultiste par Véronica, la famine et la déshydratation d'Hilda, seule perdue dans Mordheim, toutes ces scènes servent à un crescendo de l'horreur et de la folie, tout en construisant les personnages pour les préparer, ainsi que le lecteur, à la conclusion. Et comme vous vivez les scènes viscéralement en même temps que les personnages, que vous êtes attaché à eux, et qu'il y a cette notion de catharsis qui force votre empathie, au final, vous vivez en fait les aventures en même temps qu'eux, et ça vous investit dans l'histoire. C'est à ça que ça sert. C'est pas gratuit, c'est pas juste pour faire souffrir mes personnages parce que je suis sadique. C'est juste un procédé narratif qui permet de vous investir dans l'histoire. Et on en arrive enfin au climax, avec l'apothéose du baron, l'envoi de la cathédrale dans les royaumes du chaos, et cette fameuse scène de Magdalena qui se fait violer puis dévorer vivante par des démons. Entre autres choses, parce que techniquement c'est pas la seule à prendre dans la gueule, mais les gens sont tellement focalisés dessus qu'ils ont oublié l'archiviste, ils ont oublié Baragor, ils ont oublié les cultistes, les sœurs de Sigmar, etc. Mais encore une fois, rien de différent ici, je continue toujours de signifier au lecteur que la situation est grave en augmentant, encore une fois, l'intensité de l'horreur, pour que ça provoque une catharsis, comme je l'ai expliqué juste précédemment. Et je fais ça comment ? Je mutile et je tue Baragor, je fais mourir l'archiviste en quelques lignes, trahi et manipulé, là où sa puissance et son contrôle en faisaient avant l'antagoniste principal et le plus dangereux. Ce n'est pas pour rien, c'est pour marquer au fer rouge le sentiment que les choses sont pires qu'elles ne l'ont jamais été pour les personnages dans l'esprit du lecteur. Et je le répète, je dois choquer, je dois mettre mal à l'aise, c'est pour ça que je le fais. Je dois augmenter le niveau de catharsis en le faisant. Je dois inclure un nexus émotionnel pour ancrer le message non seulement dans votre tête, mais aussi dans vos tripes, et en fait même surtout dans vos tripes. Parce que l'horreur, c'est pas rationnel, c'est viscéral. C'est con, mais c'est comme ça. Et c'est pour ça que le viol et la dévoration vivante d'une religieuse par des démons, ça me paraissait tout indiqué. Pour moi, cette scène a été pensée pour représenter un absolu de la violence et de la folie. Si vous êtes choqué, c'est normal, c'était le but. Mais au final, pas plus que le reste, littéralement toute l'histoire est conçue de manière à provoquer ce sentiment chez vous, pour que vous soyez investi dans le sort des personnages, pour que vous soyez viscéralement inquiet pour eux parce que vous partagez au moins partiellement l'horreur de ce qu'ils ressentent via la catharsis. Et en vérité, je sais pas si ça marche ou pas, je suis pas devin, je suis pas tout puissant, je suis juste un auteur qui essaie de raconter une histoire et de transmettre des émotions. Et du coup, je m'excuse pour ceux dont la scène aurait dépassé les limites de leur sensibilité, j'aurais peut-être dû mettre un trigger warning, ça je peux le reconnaître. Par contre, j'espère qu'après tout ce laïus, vous avez compris que cette scène n'était pas plus gratuite que n'importe quelle autre scène de cette histoire. Et j'espère que vous avez aussi compris que je mets un point d'honneur à transmettre plus qu'une histoire dans mes récits, que je cherche à faire passer un message, une émotion. Il y a un sous-texte, il y a quelque chose à creuser en fait, sous les mots et sous l'histoire en elle-même. Pour moi, personnellement, c'est ce qui fait la différence entre une bonne et une mauvaise histoire. Faire plaisir au lecteur, c'est pas une fin en soi, clairement pas, et toutes les histoires ne se terminent pas bien. Ni ne se déroule bien d'ailleurs, qui plus est dans un univers comme celui de Warhammer. Et je rappelle, et c'est pas le propos du sujet, mais je rappelle que Warhammer 40 000, ce sont des putains de satires, c'est pas censé bien se passer, c'est censé montrer ce qui se passe quand c'est le pire du pire qui arrive. Enfin bref, j'ai à peu près dit tout ce que j'avais à dire, je crois. La vidéo va bien faire 10 minutes, mais je pense que c'était utile de la faire vu la réception de la scène, et j'espère que du coup vous avez compris qu'elle était pas gratuite, pas plus que le reste, et sur ce je vous dis à plus les légionnaires.